Est-ce que déjà il est trop prématuré de tirer des leçons, trop prématuré de dire voilà un petit peu ce malaise social profond, structurel, enraciné d'une partie de notre jeunesse, il faut le prendre en considération et trouver des solutions. Voilà grosso modo ce qui est en surface dans le débat public. Est-ce que c'est un sentiment, une appréciation que vous partagez, Ahmed Rayet? Oui, en vérité, pour les gens attentifs à notre jeunesse, ce qui est arrivé ce week-end pouvait être prévisible, sous une forme ou sous une autre, pas forcément celle-ci. Mais le mal-être, le mal-vivre de notre jeunesse, il date. Et je pense que ce qui s'est passé ce dimanche, pour tout le côté négatif que ça peut avoir, il faut que ça ait maintenant du répondant. Il faut qu'il y ait des réponses à ça. C'est un électrochoc, en vérité. Par rapport à ce qui s'est passé, vous dites il faut des réponses urgentes. Oui, urgentes. Urgentes pour vous? Un jeune de 20 ans est dans l'urgence. Même si les problèmes sont latents, vous dites que ça ne date pas d'aujourd'hui. Justement, il a assez attendu. Il a assez attendu. Je pense qu'à un électrochoc, il faut réagir vite. Donc, il faut plus bercer, il ne faut pas se... Ça n'est pas faux. Il y a de la manipulation, il y a des réseaux sociaux hors contrôle, il y a des voisins qui ajoutent de l'huile sur le feu en oubliant qu'ils ont leurs propres gros soucis. Tout ça est vrai, mais ça ne nous exonère pas de nos responsabilités. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Est-ce que ça veut dire qu'Ahmed Rayet aujourd'hui dit de toute façon c'est un problème et un sujet marocain qui nous concerne nous et que nous devons régler et solutionner ensemble? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Alors, par rapport à tout ce qui peut être dit aussi sur une menace extérieure, une manipulation externe. Je nie pas tout ça, je ne nie pas. Il ne faut pas être aveugle. Mais il y a le côté marocain. On a notre jeunesse qui souffre et à laquelle il faut apporter des réponses. Pas du rêve, mais de l'espoir concret. Lui dire qu'il a un présent aujourd'hui dans son pays, ce jeune, et qu'il a un avenir. Sauf qu'on n'y arrive pas. Ou ça va être difficile à mettre en place. Vous avez fait référence effectivement à cette particularité. Chaque jeunesse a ses particularités, ses particulitarismes, entre guillemets. Et donc, du coup, se dire, voilà, c'est de l'instantané qu'ils souhaitent. Ils sont très pragmatiques et très concrets. C'est les problématiques sociales qui sont posées depuis des années et qui se sont transmises de génération en génération, en tout cas pour cette catégorie de population de jeunes et de jeunes mineurs. Voilà. Est-ce que une solution rapide, immédiate et efficace, est-ce que c'est possible? Alors, il faut une réflexion sur le long terme et le moyen terme, mais il faut en même temps des réponses immédiates. Les élus, les politiques, les chefs d'entreprise ont entre leurs mains une partie des réponses. Il faut, à mon sens, se rendre compte que cette jeunesse est à la recherche de dignité. Elle veut être respectée, être reconnue, ne pas être assistée, mais être partenaire, interlocuteur. Qu'est-ce qu'elle veut, notre jeunesse? Elle ne veut pas des choses inaccessibles. Un emploi, un salaire, un avenir. Oui, c'est dur, mais je ne sais pas, moi je ne suis pas chef d'entreprise, mais on met nos chefs d'entreprise au pied du mur, on leur dit, voilà, vous lancez un grand mouvement de recrutement. En même temps, Ahmed Rayet, si on va revenir à cette population, je ne sais pas si vous aimez le terme ou pas, mais des NEET. Non, j'aime pas, mais bon. Vous n'aimez pas, des moins de 35 ans, on est sur un volant de 4,2 millions de personnes chiffrées, voilà. C'est énorme. Est-ce qu'il est possible, selon vous, dans le cadre de mesures urgentes, de pouvoir trouver, d'accorder cette dignité au travers d'un emploi, d'un toit et d'une formation de manière quasiment instantanée pour 4 millions de personnes? Parce que c'est ça qui est posé aujourd'hui pour les pouvoirs publics. Il faut lancer les mailles du filet. Ces gosses-là dont on parle, ils sont passés à travers toutes les mailles. Donc il faut en inventer d'autres. Il faut faire preuve d'innovation, il faut chercher, il faut les consulter, il faut les interroger, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, leur donner des bases. C'est ça ce qu'ils n'ont plus, des bases. Alors des chefs d'entreprise qui recrutent, on va dire oui, mais ils n'ont pas les moyens de recruter, oui, mais. Ils n'ont pas forcément les moyens de recruter des personnes qui ne sont pas forcément bien formées. Recrutez-les pour les former. On peut les former dans les entreprises. Ça existe ailleurs. Ça prendra peut-être du temps, mais il y a des dispositifs qui existent avec la NAPEC, avec des contrats d'alternance, enfin, des contrats plus ou moins subventionnés avec des exonérations de charges pour les chefs d'entreprise. Vous voyez, parce que je me dis, effectivement, vous êtes partisan de dire, Ahmed Rayet, il y a ces catégories de personnes, de jeunes issus de milieux défavorisés, à laquelle il faut apporter des réponses concrètes et immédiates, parce que la situation est urgente. Mais je me dis, est-ce que aujourd'hui, vous considérez que les décideurs que nous avons aujourd'hui, certains sont critiques vis-à-vis de leur mindset et leur manière d'agir et de faire,
sont les hommes de la situation avec un grand H, en capacité vraiment d'opérer à de vraies ruptures, et plus d'agilité, plus de flexibilité pour pouvoir répondre à cette catégorie de population. Mais il y a une chose qu'on doit se dire, Rachid. Ces gosses, ce sont nos gosses. Ils n'ont pas grandi comme ça, venus de l'ère du temps. C'est le résultat de décennies et de décennies de peut-être non prises en compte. Ils ne se sentent pas pris en compte, c'est ça. Ils se sentent exclus, hors tout, voire relégués. Donc c'est là qu'on peut, dans l'immédiat, apporter des réponses. Déjà, montrer à ces jeunes qu'on les aime. C'est pas bisounours ce que je dis. Montrer à ces jeunes qu'on les aime. Or, qu'est-ce qu'on voit sur certaines vidéos qui me choquent toujours? On les traite de brèches, selgotes. Non, non, ce sont nos enfants. En les insultant eux, on s'insulte nous-mêmes. Donc, il y a ça, il y a l'emploi et la formation. C'est hyper urgent, hyper urgent. Pas des formations qui vont les emmener dans le mur. Parce qu'il y a différents programmes qui ont été mis en place pour faire la promotion de l'emploi, favoriser l'entrepreneuriat aussi. Oui. Mais il y a une jeunesse, il ne faut pas le nier non plus, qui réussit. Hein. On a une immense partie de notre jeunesse là, qui en veut, qui s'en sort, qui fait des études, qui innove, qui crée. Mais on a aussi... Et qui a envie de migrer aussi. Quand on a fait un parcours académique dans une école d'ingénieurs, certains d'entre eux, et ils seraient de plus en plus nombreux à vouloir quitter le pays. Quand on a fait des études aussi, qu'on a des compétences en IT, on a aussi des velléités de rejoindre d'autres cieux. Donc on a l'impression, c'est l'impression et un ressenti qui est plus ou moins partagé au sein des opinions publiques, que cette jeunesse-là aujourd'hui, elle a plus les yeux braqués vers l'étranger que vers une contribution et une installation effective dans le pays. Parce qu'il faut lui donner la possibilité de s'épanouir ici. L'emploi, la formation, le recrutement, c'est évident, mais aussi la qualité de vie. Un jeune de 20 ans, il a besoin d'accéder à des loisirs, au sport, à la culture, à plein de choses. Or, il est exclu de tout ça, notamment le jeune issu de quartiers défavorisés. Ce que je veux dire, c'est que il faut axer sur l'emploi, le salaire, la dignité, la qualité de vie. Et il faut axer aussi sur quelque chose qui est inhérent à la jeunesse. On est tous passés par là. L'envie de faire un sport, l'envie d'accéder au théâtre de rue, au théâtre d'impro, d'aller voir un film sans dépenser 100 dirhams qu'on n'a pas dans la poche. Bref, en vérité, j'ai envie de dire, c'est pas l'affaire d'un ministère, la jeunesse. C'est l'affaire de tous les ministères. Mais est-ce qu'en même temps, il faut avoir une approche qui soit singulière? C'est-à-dire, parce qu'on voit aujourd'hui une approche holistique, le dernier rapport étude du Conseil économique, social et environnemental qui préconise et qui recommande une approche globale. Vous qui êtes sur le terrain depuis des années et essentiellement en contact, j'ai envie de dire, avec des populations socialement défavorisées, est-ce que c'est une approche particulière et singulière qu'il faut avoir vis-à-vis de cette catégorie de jeunes ou avoir une approche globale? J'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a une nécessité d'une approche globale, mais il y a aussi la nécessité de se focaliser sur cette jeunesse-là, celle qui est exclue de tout, celle qui vit la relégation, celle qui ne se sent concernée par rien, ou plutôt qui sent qu'on ne lui permet pas d'être impliqué, par exemple dans les grands chantiers qui nous attendent. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, est-ce que les jeunes que vous côtoyez vous disent c'est la co-organisation de la Coupe du Monde, par exemple, 2030 bof, c'est pas pour moi, je vois pas, il n'y aura pas de dividendes. Alors, ils sont à la fois passionnés, ils en parlent tout le temps. La Coupe du Monde, la CAN. Il y a la CAN déjà avant. Voilà, ils en parlent toujours. Ils se sentent transportés et en même temps, ils te disent oui, mais Ahmed, c'est pas pour nous ça. On n'est pas la cible. Ils ont tort ou ils ont raison de penser ça, selon vous, Ahmed Ayed? Je vais être très franc avec vous, Rachid. J'ai fait une note, parce que je trouve que Raja est un type formidable. Et la façon dont il est en train de gérer ses préparatifs, je lui tire mon chapeau. Mais moi, je lui ai fait une note, je ne sais pas comment lui faire parvenir, c'est peut-être par vous. J'aimerais le rencontrer pour lui dire, voilà, cette Coupe du Monde, on va avoir besoin de guides, on va avoir besoin de... comment on appelle ça, de traducteurs. On va avoir besoin de jeunes qui vont encadrer les fan zones. On a ces jeunes, on les a. Ils ont les compétences, ils ont la passion, ils ont l'envie. Commençons à les repérer sur le terrain, dans les clubs sportifs, dans les associations. Formons-les. J'ai même obtenu que des formateurs qui se sont occupés des bénévoles des Jeux Olympiques à Paris viennent pour transmettre un savoir-faire à nos jeunes, pour tout ce dont je vous parle.
Je suis sûr que s'il m'entend, s'il lit ma note, il sera sensible à ça. C'est une façon de dire à ces jeunes, si, vous êtes impliqués, vous serez concernés. Mais est-ce qu'ils ont envie, est-ce que ça pourrait suffire, Ahmed Riyad, quand on voit aujourd'hui la prise de parole de ces jeunes, Fnedek et Beb Septa le week-end dernier, sur les réseaux sociaux également, énormément, c'est-à-dire des dizaines, voire des milliers de vidéos, de la dignité, rejoindre l'Europe et l'Espagne dans un premier temps, parce que c'est la frontière la plus proche, frontière géographique. Mais il n'y a rien qui les attend là-bas. Il n'y a rien. Oui, mais ils ont quand même envie de partir au péril de leur vie. Oui. Donc je me dis, est-ce qu'effectivement, leur garantir ou leur proposer en tout cas un job, de se former pour un job dans la perspective de 2030, est-ce que ça pourrait, selon vous, suffisamment être convaincant par rapport à leur motivation qui est de rejoindre l'Europe coûte que coûte, au péril de leur vie, hein? Oui, bien sûr. Mais on ouvre une porte par ça. La Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde, c'est une formidable opportunité. Il ne faut pas la laisser passer. Ou il ne faut pas que d'autres venus d'ailleurs en profitent, que ce soit des Européens ou autres, qui viennent gérer sur le terrain cette Coupe du Monde. Nos jeunes savent le faire, sont capables de le faire. Moi, j'ai fait former une cinquantaine de jeunes médiateurs de quartier par les CMEA. J'ai vu le résultat. Les jeunes, au départ, étaient craintifs, réticents. Ils ont suivi cette formation. Ils sont devenus de vrais médiateurs. 50, mais quand on parle de millions. De 4 millions de personnes, ne serait-ce que les NIT identifiés, n'étant ni à l'école, ni en éducation, ni en formation, est-ce qu'on peut avoir changé d'échelle et de passer de 50 jeunes formés en qualité de médiateurs à 1000, 100 000 il faut et 1 million? Ça d'une part. Oui. Et deuxièmement, Ahmed Riyad, les jeunes, et vous êtes mieux placés que moi, on vous leur dit 2030, pour eux c'est trop loin. Il y a la temporalité, temporalité qui fait que... Je suis d'accord. Mais en ouvrant cette porte de 2030, en leur disant, si vous êtes la cible, si vous allez être concerné, si vous allez en bénéficier, ne croyez pas que là aussi, vous serez exclus. Si on leur donne déjà, si on leur ouvre déjà cette porte, on peut faire passer d'autres choses. Le sport, la culture, les loisirs... sont des... J'aime pas le terme parce qu'on va penser que je traite cette jeunesse de façon bizarre, mais ce sont des appâts. Il faut bien les tirer, ces jeunes, il faut bien les sortir du marasme dans lequel ils sont. C'est ça. Le sport, la culture, les loisirs, la formation, ce sont des solutions. Quand on se retrouve aussi avec des jeunes qui sont majoritairement des mineurs, qui ont défilé, manifesté, qui sont confrontés aux forces de l'ordre marocaines, qui ont été déployés à la frontière, Beb Septa, donc on voit le déterminisme quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Est-ce que ça veut dire que là, ça complexifie le fait de trouver des solutions, j'allais dire clés en main, en tout cas pour une catégorie de population qui a 12, 13 ans, 14 ans, et là, du coup, c'est pas un emploi qu'ils attendent? C'est vrai, non, je suis d'accord, c'est une difficulté supplémentaire, et quelle difficulté. Mais je voudrais en profiter parce que j'ai vu beaucoup de critiques. Et je vois aussi ce qui se passe dans d'autres pays. On critique nos forces de l'ordre. Mais nos forces de l'ordre ont aussi pour mission de protéger nos frontières. Ces images qui ont circulé, non authentifiées, d'ailleurs, je crois savoir que le parquet d'ailleurs de Tétouan, il y a une enquête qui est diligentée, avec des résultats qui vont être rendus publics. Une fois qu'ils seront connus, on est plutôt sur une ligne où ces photos seraient plutôt antérieures. Oui, fake news. Fake news. Mais... est-ce que ça, là aussi, se dire, voilà, j'ai les forces de l'ordre qui ont été déployées pour protéger les frontières. Et qui font leur boulot. Qui font leur boulot. Les jeunes qui manifestent et qui veulent quitter le Maroc en protestant par manque de dignité, est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Et est-ce que quelque part... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il ne faut pas laisser cette confrontation. Oui. Il faut travailler en amont. On ne peut pas laisser nos jeunes face à la police et la police face aux jeunes. En amont, il faut travailler pour que ça n'arrive pas. Parce que quand on a cette image-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a failli. On est au bout quand du on monde. se retrouve avec une confrontation directe entre jeunes et jeunes mineurs et forces de l'ordre, ça veut dire que tout le système a failli. Toutes celles et ceux qui étaient aux commandes ou qui sont aux commandes aujourd'hui, c'est un aveu d'impuissance et d'échec. Est-ce que c'est ça, Ahmed Riyad, cette image? Moi, je pense que nous tous, on a une part de responsabilité. On dit le gouvernement, les élus, oui, ils ont été élus, les chefs d'entreprise, oui, mais aussi toute cette société civile, les sportifs de haut niveau, les acteurs culturels, les leaders associatifs. Est-ce que nous aussi, quelque part, on n'est pas en train de se dire, bon, ces jeunes-là, on va les laisser de côté, on va s'intéresser à ceux sur lesquels on a plus de prise.
Je pense qu'on a tous cette responsabilité. Si c'est une faillite, c'est la nôtre, globale, de la société. On a laissé nos jeunes grandir comme une herbe folle. Et une herbe folle, elle est folle. Quand on décide de réouvrir les maisons des jeunes qui ont été fermées, ça c'est une des... Nous avons reçu dans l'Info Face Matin TV, Mehdi Ben Saïd, dès tout début septembre, quand on priorise l'ouverture de salles de cinéma, il y a une cinquantaine de salles de cinéma qui ont été ouvertes avec des prix préférentiels pour des populations socialement défavorisées, lorsqu'on préconise aussi le développement d'une industrie du gaming, c'est-à-dire construire et fabriquer un maximum de jeux localement, même si certains considèrent que ça ne pourra pas se faire. Mais bon, en tout cas, c'est la volonté du ministre de tutelle. Est-ce qu'on est là, est-ce que par rapport à ce qui est survenu ce week-end, et qu'il y a nécessairement urgence aussi de revoir la politique publique en matière de jeunesse au niveau du département de la jeunesse? Oui, bien sûr, l'urgence oblige. Elle nous oblige tous. Elle oblige ce département ministériel comme elle oblige les autres. À mon sens, il ne faut pas que ce soit que des mots, il faut déclarer la jeunesse cause nationale. Il faut le dire. Il faut dire aux jeunes, voilà, vous êtes notre cause nationale. Et on va tout faire pour débloquer votre situation, votre mal-être, votre mal-vivre. Il faut discuter avec ces jeunes. Est-ce que vous me permettez de lire un message que j'ai reçu? Bien sûr, allez-y. Nous sommes en live, en direct. D'un jeune leader associatif qui s'appelle Tarek. Oui. Parce que j'ai écrit « Critiquer sans proposer ». Oui, j'ai vu que vous avez posté ça sur les réseaux sociaux. Et il m'a répondu. Oui. Ahmed, critiquer sans proposer est inutile. Oui, mais si nous avons besoin d'échanger, de proposer ou même d'agir, avec qui allons-nous discuter? À qui présenter nos idées? Qui sera à l'écoute? Quels sont les canaux de communication disponibles? Est-ce que ça veut dire ça que nous avons des décideurs qui sont déconnectés et qui n'ont plus aucune prise avec la réalité et la réalité vécue par une partie de la jeunesse? Je pense qu'on a une classe politique, une classe d'élus, et encore une fois, je ne veux pas généraliser, qui a déserté le terrain. Sur le terrain, dans un arrondissement, une commune rurale, on trouve le Mqaddam, on trouve le Qaïd, on trouve le Bécha. Oui, ça c'est l'aspect administratif de notre pays. Mais on ne trouve pas les élus. Il faut qu'ils retrouvent le chemin des quartiers, il faut qu'ils retrouvent le chemin des communes, il faut qu'ils aillent voir. J'aurais aimé que des élus soient au boulevard, peut-être qu'il y en avait, qu'ils voient, qu'ils écoutent. Ben Kiran, je ne sais pas si je peux me permettre de le citer, a dans une vidéo il y a quelques jours copieusement insulté El Grande Toto. El Grande Toto, oui. Qui était plébiscité à Agadir. Oui. Alors c'est intéressant, ça, parce qu'on a un leader politique opposition, Abdellah Ben Kiran, qui effectivement, parce que ça a animé les réseaux sociaux, a tenu des propos insultants envers Grande Toto. Ce week-end, en même temps d'ailleurs, quasiment le même timing que les événements survenus à Fnidr Septa, on avait à Agadir un grand meeting de la jeunesse du parti qui est aux responsabilités et qui dirige le gouvernement, à savoir le RNI. C'est sa jeunesse qui était en fête et qui s'est rassemblée, plus de 3500 jeunes, et qui dansaient sur Grande Toto. Et à côté de ça, on avait des centaines, voire des milliers de jeunes qui ont voulu, qui étaient candidats à l'émigration clandestine. Est-ce que cette picture aussi, Ahmed Riyad, doit aussi nous interpeller, se dire, voilà, on a d'un côté un leader politique, secrétaire général d'un parti, ancien chef de gouvernement, qui insulte un artiste marocain, un rappeur. Un fils du peuple. Voilà. Le parti aux responsabilités, RNI, qui fait une méga teuf à Agadir, où on chante et on danse sur Grande Toto. Et à Fnidr et Septa, on ne chantait pas sur Grande Toto, on ne dansait pas sur Grande Toto, mais on était en train de vouloir passer en force pour rejoindre l'Europe et l'Espagne plus précisément. Mais c'est nous ça, Rachid. C'est notre société, oui. C'est notre jeunesse aussi, ou c'est nos Maroc? C'est notre Maroc pluriel. Et dans le Maroc pluriel, il y a forcément une partie qui est délaissée. Il faut la remettre dans le jeu. Il faut l'insérer. Il ne faut pas la laisser hors jeu. Et quand on insulte le Grande Toto, on peut ne pas aimer l'artiste, on peut ne pas aimer la façon dont il chante, les mots qu'il emploie, on peut tout ça. Mais si on insulte les millions de jeunes qui l'aiment, qui l'écoutent, qui se reconnaissent dans ce qu'il dit. Et quand on chante et on danse sur Grande Toto, est-ce qu'on insulte quelque part, entre guillemets, cette jeunesse qui était à Fnidr et à Septa? Si on va jusqu'au bout du raisonnement, Ahmed Riyad, si vous permettez. L'idéal serait de réunir cette jeunesse. Les jeunes d'Agadir, qui étaient réunis par le RNI, ont le droit de faire la fête, ont le droit de danser, ont le droit d'inviter El Grande Toto. Ça n'a rien d'anormal, ça se passe dans toutes les démocraties. Mais,
qu'ils n'oublient pas qu'à côté, il y avait 700, 800, 1000 jeunes qui, eux, cherchaient à fuir. Il faut faire cette jonction. Et je suis sûr qu'elle est possible. Je suis sûr qu'elle est possible. Réussir à faire cette jonction, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des lignes de cratères, des ruptures entre... Quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé, je rappelle, au même moment, c'est le même timing. Bon, le propos de Abdillah Ben Kiran, c'était quelques jours avant. Juste avant, oui. Juste avant, mais on a eu une séquence en fait temporelle qui fait qu'on a eu, voilà, on se retrouve avec 3 images complètement différentes qui s'opposent, qui ne communiquent pas. Il n'y a aucune connexion entre ces 3 mondes-là. Oui, c'est ça le gros hiatus. C'est à ça qu'il faut répondre. Est-ce que la résultante, c'est justement de se dire, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver de solution pour pallier au développement et à la croissance du chômage et du chômage des jeunes en particulier, à des formations inadaptées pour permettre effectivement à des millions de jeunes aussi de pouvoir, ceux qui quittent chaque année d'ailleurs un échec scolaire, de pouvoir raccrocher le wagon de l'insertion socio-professionnelle et qu'on se retrouve avec des jeunes marginalisés aujourd'hui qui ont comme seul projet de vie émigrer clandestinement, quel que soit le prix à payer, c'est-à-dire de leur vie, et quel que soit le coût de l'autre côté, en sachant que de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas simple non plus. Non, qu'est-ce qui les attend? Donc, est-ce que c'est des insultes mutuelles, en fait, sans s'insulter, qui fait qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où c'est le Maroc qui paye la facture? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, comment faire pour qu'il n'y ait pas les uns qui nient les autres et les autres qui insultent les uns? Comment faire en sorte pour qu'il y ait une jeunesse dans sa diversité, dans son aspect pluriel, mais qui aille vers le même objectif, qui se sentent à égalité de chance, à égalité sociale. Ce qui n'est pas le cas. Les jeunes qui tentent de regagner l'Europe le font parce qu'ils sentent qu'ici ils ne sont pas reconnus, pas respectés. Non mais ces jeunes-là, ils s'en fichent de Grandé Toto. Ils s'en fichent, j'ai envie de dire que Abdillah Ben Kiran est insulté l'artiste Grandé Toto, et que Grandé Toto, lui, du côté d'Agadir, le week-end dernier, on a dansé et chanté. Je pense que ces jeunes-là, c'est le cadet de leurs soucis, me semble-t-il, sans être leur porte-parole. Oui et non. Quand ils entendent les propos de El Grande Toto, ils se reconnaissent dans ce qu'il dit. Alors, vis-à-vis de l'individu, vis-à-vis de l'artiste, je ne sais pas, mais ils ont comme ça des idoles dans le foot, dans le monde culturel, dans la chanson. Mais il faut aussi que nos idoles soient pas je ne veux vexer personne, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, ne soient pas autistes, qui ne vivent pas dans leur bulle. Dans d'autres pays, les grands sportifs, les grands footeux, les grands artistes descendent sur le terrain. Mon mot à moi, qui en quelque sorte, je pense être une clé, c'est le terrain. Allons sur le terrain. On est très peu sur le terrain. Mais certains vous direz, en tout cas, vous répondrez, mais allez sur le terrain, ok, mais pour faire quoi? Pour écouter déjà. Pour écouter. Est-ce que ça suffit? Ça suffit pas. C'est peut-être le minimum syndical, mais en même temps, est-ce que ça suffirait? Oui, ça instaure un dialogue. Ça suffira pas. Ça instaure un dialogue. Ça montre au jeune qui est en face de toi que tu le reconnais, que tu écoutes ce qu'il a à dire. Et par la suite, il faut essayer de l'intégrer, d'en faire un interlocuteur, un partenaire. Tu décides d'installer un parc à tel endroit ou un terrain de street workout à tel autre, mais demande aux jeunes avant, si c'est là qu'ils le souhaitent, si les barres qu'on va fixer, c'est comme ça qu'il faut qu'elles soient. J'ai vécu, vraiment vécu, il y a 2 ans de ça, à Marrakech, la galère de jeunes pour qu'ils créent leur association et qu'ils réussissent à obtenir l'installation de bars pour leur street workout. Vraiment, je l'ai vécu. Ils ont galéré pour créer l'association, ils ont galéré pour trouver les interlocuteurs. Qui a débloqué? Le Wali de l'époque, si Karim Qassim du côté le Wali de Marrakech. Oui. Il a pris les choses en main. Il les a reçus. Ouais, les gamins, ils ont fait des photos de leur réception dans le bureau du Wali qu'ils ont mis sur tous les réseaux sociaux. Ils ont créé leur association parce que le Wali leur a donné des instructions. Wali n'est pas un élu, il est nommé. Oui. Bon. Voilà. Donc ça veut dire que... Ils se sont adressés à celui qui les a écoutés, le Wali. C'est la vérité. Et ils ont obtenu leur terrain de sport. Les jeunes athlètes marocains, marrakechis du street, ont aujourd'hui leur terrain, qu'ils ont eux-mêmes dessiné. Donc c'est possible. Mais encore une fois, c'est le Wali, c'est le gouverneur, c'est le... Là, quand on voit la sociologie de la majorité des personnes qui sont des Marocains d'ailleurs, des jeunes Marocains aux frontières de Beb Septa, ils proviennent de différentes régions du pays. Oui. C'est pas localisé, c'est pas la région du Nord. Non. C'est aussi bien Casablanca que d'autres régions, y compris rurales d'ailleurs. Oui. Voilà. Oui. Donc, est-ce que ça complexifie les choses ou ça les simplifie
pour essayer de trouver des solutions aussi, compte tenu que ces jeunes-là, d'ailleurs, ils ont parcouru pour certains des centaines de kilomètres pour pouvoir rejoindre Fnider et l'appel du 15 septembre pour un passage en force. C'est pour ça, aujourd'hui, le titre de cette émission d'aujourd'hui, 15 septembre 2024 et maintenant et après. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, J+4, on est entre ceux qui souhaitent que le temps efface les choses et qu'on oublie, ceux qui disent mais non, il faut bouger, mais on ne sait pas comment. Il faut répondre. Il faut répondre. Oui. Il ne faut pas que ce jour d'après soit aussi un jour d'avant. Il ne faut pas qu'il y ait à nouveau ce genre de choses, et je le crains. Donc, il y a Vous craignez qu'il ne se passe rien, Ahmed Riyad? Est-ce que Valeurs aujourd'hui, à J+4, sachant qu'en plus, il y a un nouvel appel qui a été lancé pour le 30 septembre prochain, parce que je rappelle que le 15 septembre, l'appel avait été lancé fin août, début septembre. Oui. Donc, nul n'était, comme on dit des fois, nul n'est censé ignorer la loi, et quand on est connecté sur les réseaux sociaux, nul n'est censé avoir cette data. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, vous avez craigné qu'aujourd'hui, il n'y ait pas forcément de réponse d'espace occupé pour pouvoir essayer de trouver des solutions, ne serait-ce que conjoncturelles? Je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je crois que c'est mon expérience qui me pousse à ça. Je suis un homme de terrain, donc je pense qu'on peut trouver les solutions si on le veut. L'électrochoc est fort. Voir ces gosses risquer leur vie pour aller vers un avenir pas rose du tout en Europe, ça doit être créer un électrochoc. On est frappé de stupeur et en même temps... On est frappé de stupeur parce qu'on se dit, ouais, en fait c'est l'image du pays, parce qu'on est patriote, et on se dit ce qui a été terni, ou est-ce qu'on est frappé humainement, dans sa propre humanité, en se disant voilà. Parce que moi j'ai parfois l'impression, Ahmed Riyad, que c'est plutôt cet enjeu-là qui est dominant, c'est-à-dire voilà, c'est l'image, et qu'en fait il n'y a pas forcément d'humanité, d'humanisme dans le ressenti de certaines personnes, y compris peut-être qui sont aux responsabilités, pour se dire, effectivement, ça peut être mon fils, ma fille, mon cousin, mon neveu, ma nièce, et c'est avant tout des humains, des êtres humains. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'humanité, d'humanisme? Il y a un manque d'empathie, un manque d'humanité qui passe par ce manque de reconnaissance. On parle des jeunes avec une sorte de légèreté. Bien sûr que notre image à l'international est entachée. Et bien sûr que certains voisins qui oublient ce qui se passe sur leur propre terrain en profitent pour nous. Mais bien sûr, l'image est entachée. Et bien sûr, on est à la veille de grands événements que notre pays va organiser. Mais avant tout, on a des gosses de 15 ans en face de nous. C'est eux qu'il faut sauver. Des fois un peu moins. Il y a quand même 12 ans, 13 ans. Oui. Et il y a autre chose, je pense qu'on n'a pas abordé, enfin, en tout cas, je l'ai peu entendu, c'est que ces jeunes, quand ils arrivent comme ça au bout du bout, c'est parce que, bien sûr, il y a leur propre envie de dignité et de reconnaissance, mais leurs parents. Ils sentent que leurs parents... Mais j'allais y venir. Ah, d'accord. J'allais y venir, parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la capacité des pouvoirs publics à réagir vite, bien et de manière efficace, ou de voir les choses... D'ailleurs, on est en pleine réforme de la Moudawana. Oui. Moudawana, ce n'est pas la réforme du droit des femmes ou de la femme, ou du statut de la femme, c'est de la famille. Bien sûr. Est-ce que là, on doit être interpellé aussi aujourd'hui, en disant, voilà, le dislocage des familles aujourd'hui est une vraie réalité, et c'est ça qui est surtout à l'origine de la motivation de ces jeunes, de se dire, voilà, mes parents on peut évoluer socialement, avaient un statut toujours extrêmement fragile, ont été peut-être trop marginalisés par la société, par le regard d'une certaine catégorie de population. Voilà. Et que là, ça va être... Et du coup, si c'est ça, quelle solution? Parce que ça, remédier à cela, ça va... C'est extrêmement compliqué. C'est du moyen terme. C'est équation, péréquation, plusieurs inconnus. Il y a une chose qu'il faut aborder, et ce n'est pas spécifique à notre pays, c'est aussi la cherté de la vie. Ces gosses de 12, 13, 14 ans, on voit bien que le midi sur la table, ça sera réfi. C'est pour ça ma motivation première quand on voit les vidéos et les récits, les témoignages, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de ma maman, Loualida, de la famille. Loualida Yakulchi. Donc je vais chercher, je pars. Pour envoyer de l'argent. Pour envoyer de l'argent parce que je veux que mes parents puissent vivre et manger dignement. Là, c'est quoi? C'est avait des chèques, avait l'impuissance, l'incapacité à pouvoir agir et réagir rapidement. Je rappelle que là, l'exécutif a pris une décision d'allouer une petite subvention, une aide en tout cas, dans le cadre de la rentrée scolaire. Fourniture scolaire. Pour faire face à la flambée des prix des fournitures scolaires. Est-ce que là, du coup, ça complexifie encore plus les choses? Oui. Là aussi. Oui, rien n'est facile. Rien n'est facile. Mais l'enjeu en vaut la chandelle. Soit on se plante, et c'est grave. Cette jeunesse sera comme une épine dans le pied du développement de notre pays, pour toujours.
Soit on réussit parce qu'on le veut, parce qu'on prend les choses en main, parce qu'on prend des risques. C'est aussi ça. Il faut prendre des risques pour répondre à ces jeunes. Eux, ils prennent le risque de partir. Nous prenons le risque de les faire rester. Et ça demande de l'inventivité, de l'innovation, de la recherche. Et encore une fois, d'aller à la rencontre de ces gosses, de les écouter, d'aller sur le terrain. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il va falloir réparer des fractures. Oui. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. La radio est faite. On sait où est la fracture. Eh bien, il faut réparer. Il faut mettre des attelles, il faut réparer. Pas des rustines. Non. C'est ça que tu es en train. Non. Pas de, rustines, pas de pansement sur des jambes en bois. Non, ça marche plus. Ça marche plus. Est-ce que le compte à rebours a démarré pour les pouvoirs publics ou vous dites qu'il y a aussi le secteur privé, que vous n'exonérez pas le secteur privé aussi. Est-ce que le compte à rebours a démarré au-delà de l'échéance 2025 Coupe du Monde, Cannes, pardon, et la co-organisation de la Coupe du Monde, parce que tout le monde considère que c'est l'échéance capitale et extrêmement importante, mais par rapport à ce qui s'est produit là, par rapport au fait que ça pourrait se reproduire dans les prochains jours, est-ce que du coup, le compte à rebours a démarré, il faut aller vite. Oui, sachant qu'aller vite, c'est pas notre sport national. C'est pas notre qualité première. Non. Mais 2030, c'est dans 5 ans. Et on vit comment pendant les 5 ans qui viennent Eh bien, bon, je vois ce qui se passe, la construction des terrains, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Les navettes qui vont faire Ben Slimane, Kazakh. Oui, mais n'oublions pas l'aspect humain. Toutes ces navettes, tous ces beaux stades, c'est fabuleux, je suis admiratif. Mais il faut les mêmes stades, les mêmes navettes, les mêmes TGV dans la tête de nos jeunes. Donc il faut les impliquer à tout ça. Quand moi je leur parle de ça aux jeunes, parce que j'y crois et parce que je suis enthousiasmé par ces grands événements, ils me disent « Ouais, Chimachilina, ouais, tout est là. Machilina. » Ça, c'est ce qui est installé dans la tête. Oui. Ouais. Bien enraciné, installé ou enraciné? Enraciné. Enraciné. Donc ça va être difficile de déraciner, non? Il faut enraciner autre chose. Et l'autre aussi, donc on l'a vu, certains spécialistes ont commencé un petit peu à s'exprimer là-dessus, on dit voilà, il y a un changement de paradigme pour l'organisation de ces convois entre guillemets massifs d'immigration au niveau du Nord, c'est les applications, c'est TikTok, ça va très vite. Est-ce que là-dessus ça complexifie aussi le fait? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est vivre avec son temps que de se dire voilà, la mobilisation aujourd'hui, elle se fait via les réseaux sociaux, des outils, des instruments dont les jeunes sont parfaitement adeptes? Mais encore une fois, Rachid, interdire ne servira à rien. Non, je veux dire comme canal de communication, plutôt que d'envoyer des contre-messages. Voilà. C'est dans ce sens, moi. Dire que des faits qui sont postés sur les réseaux sociaux, dire qu'il y a de la manipulation, dire qu'il y a de l'implication de services étrangers, tout ça est vrai. Mais ça ne suffit pas. Vrai? Oui. Certains disent non, ça, il faut arrêter, c'est trop fort de café. Nous dire que le voisin de l'Est, effectivement, qui ne veut pas que du bien, pour ne pas dire autre chose, mais que là, en fait, que même si c'était vrai, Ahmed Riyad, certains vous diraient ce qui m'a été dit, on a échangé avec certaines personnes, mais c'est qu'ils ont trouvé un terreau fertile. Oui. Donc, du coup, même si effectivement on donne du crédit à la thèse d'une main extérieure. Mais ils ont trouvé la main-d'œuvre. Ils ont trouvé le terreau. Oui, ils ont trouvé la matière première qu'ils ont à transformer. Oui. Ce qui leur permet aussi à eux d'oublier ce qui se passe chez eux. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Qu'est-ce que je voulais... Oui. Sur l'application TikTok, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi d'ailleurs, Petit Fouabi, lorsqu'il y avait tout un débat sur l'intelligence artificielle, propose lui d'encadrer l'intelligence artificielle pour éviter d'avoir à l'approche des élections, d'ailleurs. Mais concernant TikTok, il a été interpellé publiquement. Il a dit non, TikTok, il est hors de question d'interdire l'utilisation de TikTok chez nous. Il a raison. L'Union européenne, vous avez vu, ils ont légiféré là-dessus, c'est-à-dire le contrôle sur le contenu de TikTok sera effectué, sachant que le contenu de TikTok en Chine est différent du contenu TikTok qu'on peut retrouver dans d'autres pays du monde, y compris chez nous. Henriette, vivre avec son temps, c'est ce que vous disiez. Oui. Cette mobilisation, les appels, l'organisation, c'est faite sur TikTok. Est-ce que vous faites partie de ceux acteurs associatifs qui disaient voilà, effectivement, cette application, il faut l'interdire ou pas? Non. Contrôler son contenu ou pas, ou l'utiliser pour d'autres contenus? C'est juste. Il y a 3 options possibles. Intelligemment. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, Facebook, un peu moins, mais sur Instagram, sur TikTok, on laisse les jeunes face à eux-mêmes. Ils sont entre eux. Il y a très peu d'adultes qui osent lire ce que ces jeunes écrivent, qui répondent, qui se posent un interlocuteur. Il faut y aller.
Il faut investir le terrain, le vrai terrain, et investir le terrain des réseaux sociaux. Soyons présents. Moi, je suis sur tous ces créneaux-là. J'y suis, je lis, je vois, je réponds, même si j'écris pas l'arabe, je réponds Darija. Arrêtons de faire la politique de la chaise vide. Voilà le résultat que ça nous donne. Ça fait en sorte que ces jeunes se sentent relégués, sans interlocuteur, sans reconnaissance. Ils sont les enfants de TikTok, ils sont les enfants d'Instagram, qu'on l'accepte ou non. Et ils sont en même temps nos enfants, ce que vous disiez précédemment. Ahmed Riyad, dernière question par rapport à cette échéance du 30. Vous le disiez, on le disait, le 15 septembre dernier, ça avait été décrété, une date connue. Je ne sais pas s'il faut être adepte de TikTok ou des réseaux sociaux, en tout cas de TikTok plus particulièrement, pour savoir que début fin août, on sait qu'il y a cet appel à la mobilisation massive qui était décrété pour le 15 septembre. Là, cette fois-ci, c'est pour le 30. Qu'est-ce que vous appréhendez éventuellement, se dire, ce 30-là, est-ce qu'on peut s'attendre à un remake de ce qui s'est produit le week-end dernier? Si on fait rien, oui. Si on fait rien, oui. Moi, je suis un adepte du mouvement associatif de terrain. Le petit mouvement associatif, pas les grandes ONG qui sont nécessaires, hein, je ne les critique pas du tout, mais le petit mouvement associatif de terrain, dans les quartiers, dans les communes rurales, dans les écoles. Il faut nous aider. Il faut aider ce maillage de petites associations. Quand je vois à quel point les jeunes galèrent pour créer une association, donc du coup ils ne les déclarent plus, ça devient des associations de fait, notre bureaucratie a une responsabilité. Tous ces freins, ils ont une responsabilité. Les barrages, j'ai un ami franco-marocain, chef d'entreprise, qui est en train de s'installer à Marrakech, qui va créer 56 emplois pour 56 jeunes. Il n'y arrive pas, son projet est bloqué à la commune urbaine. Pour les histoires d'autorisation administrative. Oui. Ça, c'est un autre sujet aussi, c'est effectivement mais le débat. Ça y joue aussi. Le 30, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, ou qui est un optimiste naturel? Est-ce que le 30, par rapport à ce qui s'est produit samedi, ça a choqué beaucoup de monde, prévisible, entre ceux qui ont le sentiment à partager entre prévisibilité et imprévisibilité? Est-ce que le 30, pour vous, ça peut... C'est aussi une date qui pourrait faire date? Ça peut être un remake. Ça peut être un remake. Si on ne prend pas la mesure du défi, ça peut être un remake de ce qui s'est passé ce week-end. Donc, on a 15 jours pour répondre. Déjà par un grand débat. Il faut aller rencontrer ces jeunes partout. Dans les universités, dans les écoles, dans les quartiers, dans les communes, il faut aller leur parler. Et là, comme vous dites, vous, c'est qui? C'est le ministre de tutelle? C'est des représentants de l'exécutif? C'est le chef de gouvernement? Les élus locaux? Les élus locaux. Surtout les élus locaux. Le ministre en charge de cette question, en fait, il faut se rendre compte qu'il ne peut pas être le seul interlocuteur. L'emploi, la santé, l'instruction, l'éducation, tous les ministères sont concernés par la jeunesse. Donc il faut un groupement interministériel. Dans les 15 jours, tous ces ministres concernés par la jeunesse... Donc c'est créer une commission comme ça, ce qui avait été fait d'ailleurs au début de l'inflation en 2022. Vous savez, quand on a un pic d'inflation à plus de 10%, il y a un comité ad hoc qui avait été créé interministériel. Il faut le faire avant le 30. Avant le 30. Oui. Donc le compte à rebours a démarré et l'horloge est contre nous. Oui, si on se cantonne à notre... laissons passer l'orage, le temps est contre nous. Si on réagit, si on prend les choses à cœur et en main, en se disant que c'est notre jeunesse, c'est notre avenir, alors on peut réussir. Merci infiniment, Ahmed Riyad. Avec plaisir. Toujours un plaisir. Je rappelle, acteur associatif, auteur et président de l'association Marocain Pluriel. Est-ce que dans l'agenda, il y a des actions qui sont prévues? On est en pleine distribution de cartables. D'accord. Ce dimanche, on remplit des cartables avec des fournitures que de généreux donateurs nous ont données. Et puis on s'en va les distribuer dans un quartier de Laos, là où le séisme a frappé, mais aussi dans nos quartiers à nous ici. D'accord. Donc vous êtes toujours sur le front, comme on dit. Oui. Merci en tout cas une fois de plus à vous et bonne continuation. Merci.